Le réveil de l'info, C'est Atlantique Radio. Voilà, 8h22, les décodeurs jusqu'à 9h30. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory. Bonjour. Bonjour Franck. Vraiment, super content de vous accueillir. Ravi de même, pareillement. Bon, alors, et Youssef El Amal, je crois que vous allez prendre pour tous les décodeurs. Aïda est arrivée à 7h57. C'est une performance quand même. Aussi pour repérer aussi le... Parce qu'il y a des décodeurs qui arrivent à 9h32 en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Youssef El Amal, qu'on est content de retrouver aussi, DG de DRH.ma, entre autres. Oui, entre autres. DRH.ma de plus en plus, ouais. Avec beaucoup d'actualités RH. Mais ne pas oublier que aussi Stagiaire.ma on fait un très bon travail effectivement, Stagiaire.ma. sur l'employabilité des jeunes et l'accompagnement de ces jeunes dans leur intégration. D'ailleurs, on va parler de Gen Z. Oui, on va parler de Génération Z. On en parle dans quelques minutes, mais on ouvre tous les jours cette émission, évidemment, par la CAN. Est-ce que vous regardez les matchs de la CAN ? Bien entendu. Oui. Youssef ? Bluffé par la qualité de... Oui. La qualité des matchs. On est là pour en parler justement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est tous bluffés par la qualité des matchs, c'est-à-dire que c'est des matchs qui sont intéressants. Et les conditions. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les CAN. Là, on est vraiment dans du bon foot. Et puis en plus, il y a les conditions effectivement qui sont super. On en parlait tout à l'heure en antenne avec Aïda. On se disait mais il pleut pourtant énormément et les supporters sont là. Mais il y a beaucoup de soleil dans les cœurs. Ouais, voilà, exactement. Alors. J'avais une question à vous poser parce que vous connaissez bien le mode de l'entreprise, le monde de l'entreprise tous les deux. Et pour vous, est-ce que le football ou un événement comme celui-ci, est-ce que ça dégage ? On l'a vu avec les déclarations de Walid Regragui, notamment avant le premier match de l'équipe du Maroc. Est-ce que ce football pendant les Coupes du Monde, pendant les CAN, est une source d'inspiration managériale, notamment en matière de leadership, de gestion du collectif, de performance sous pression. Absolument, je confirme. C'est effectivement quelque chose qui est très fédérateur au sein de l'entreprise. On l'a vécu tous pendant justement la Coupe du Monde 2022. C'est vrai que d'abord les performances étaient inattendues, mais il y a eu un esprit de collectif extrêmement fort qui a fédéré, soudé les équipes et rendu cette liesse populaire comme un ciment organisationnel qui a davantage rapproché les équipes et c'était un super beau prétexte de faire de la cohésion d'équipe. Oui. Vraiment, c'était un outil d'abord qui était imprévisible, mais absolument avec un impact très fort, positif sur l'entreprise. Il est inspirant ce modèle-là, Youssef ? Inspirant et surtout, moi je pense, je parle plus de mon cas dans une TPE, une vingtaine de collaborateurs. Ça nous permet aussi de découvrir les collaborateurs et de nous approcher et surtout de faire tomber certaines barrières, rapport responsable, collaborateur. Ça permet aussi de découvrir le volet privé que parfois on n'aura même pas au travail et ça permet de se rapprocher de plus de ses collaborateurs, d'échanger avec eux, de supporter parfois des équipes qui ne sont pas les mêmes. On a 2 collaborateurs subsahariens, ça nous permet aussi de connaître la culture de chacun et c'est de la cohésion tout simplement. Alors, il y a un sujet qui est très important dont on essaye de pas trop parler parce qu'on n'a pas envie de... Bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est la gestion de l'échec. C'est la gestion de l'échec parce que le football, c'est pas une science exacte. Il peut y avoir sur un match, on peut jouer pendant une demi-heure, une première mi-temps, on peut être en échec total sur tout ce qu'on tente. Est-ce que... on retrouve ça dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une période qui est une période d'échec c'est pas rédhibitoire, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Comment on doit faire pour gérer cet échec ? Alors au contraire, est-ce que c'est comme dans le sport, quoi ?
Alors, dans le sport, effectivement, ça se joue principalement, je ne suis pas spécialiste du sport, mais j'imagine que ça se joue principalement sur le mental, Oui. sur cette force collective qui va aller au-delà de l'échec et qui va faire les remontadas spectaculaires qu'on adore regarder en match et en compétition. Maintenant, en entreprise, on a totalement intégré ça, et dans les sphères de l'innovation, on a même brindé ça. On appelle ça le fail fast. C'est-à-dire que l'échec, c'est non seulement ce n'est plus un tabou, mais au contraire, c'est quelque chose de désiré, de souhaité, mais on essaie de le raccourcir dans le temps, d'atteindre l'échec rapidement pour pouvoir rebondir, parce que en fait, on considère que l'échec, c'est un apprentissage. Oui. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas quelque chose de tabou ou de rédhibitoire, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de nous élever. Youssef ? Clairement en phase. Moi, le foot ou même d'autres sports me permettent d'insister sur le fait que rien n'est acquis. La motivation, certes, il pourra éventuellement permettre de gagner ou de marquer ou de faire un super bon mi-temps, mais on va dire la discipline, et c'est là où tout l'apprentissage qu'on peut avoir de foot ou autre, la discipline et la consistance, c'est-à-dire pouvoir faire rouler à 80 km/h et le faire pendant longtemps, c'est ça ce qui permet d'aller loin. La motivation, éventuellement, on va faire un super match et par la suite, éventuellement, les résultats, ils vont pas suivre. Par contre, la discipline, et c'est ça pour moi l'apprentissage, c'est les choses qu'il faut pour moi retenir du foot ou d'ailleurs d'autres sports. Mais on peut comprendre, par exemple, parce qu'on voit beaucoup de posts comme ça sur LinkedIn, par exemple, sur cette espèce de culture de l'échec, en fait, comme vous l'avez dit. Mais on peut comprendre, par exemple, qu'un dirigeant de PME ou de TPME, par exemple, quand il est dans une période d'échec, c'est compliqué à gérer, quoi. Vous en rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites ? En fait, c'est vrai que c'est un chemin de solitude. Parce que vous jouez les coachs quand même, vous jouez les raggy. Oui, voilà. Complètement. Maintenant, c'est un chemin de solitude qu'il faut appréhender de façon positive. Ouais. Parce que toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a une fin. Et donc, c'est un parcours du combattant parfois. Mais je pense que quand on est mis à la croisée de chemin ou quand on est confronté à des défis qui font qu'il y a des difficultés passagères, il faut vraiment, c'est le moment de faire le diagnostic de où est-ce qu'on en est et d'où est-ce qu'on veut aller. Peut-être qu'il y a des changements de trajectoire à envisager, mais il ne faut absolument pas se laisser... Il ne faut pas se laisser aller, il faut peut-être cette période-là où on a peut-être besoin de quelqu'un qui accompagne pour parler, etc. Oui, c'est souvent, tout on a l'intérêt. Besoin de conseils. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal de Nadalam, pour parler de la génération Z, Gen Z, le monde du travail, la comprend-elle ? À tout de suite. Les décodeurs du jour avec Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory, et Youssef El Amal, DG de DRH.EMA. Ça va toujours bien ? Parfaitement. Dernière question sur la CAN. Quel modèle managérial peut inspirer justement cette CAN ? Alors c'est un modèle absolument inspirant puisque c'est une très belle histoire, une très belle success story qui aujourd'hui nous fait penser nous inspire pour d'abord la réussite sur le temps long. Souvent, les managers cherchent des quick wins et cherchent à des réalisations, voir des résultats tout de suite. Aujourd'hui, cette CAN, elle ne sort pas de terre comme ça. C'est un travail extrêmement long, non seulement de modèle managérial, mais aussi de leadership. Exactement. Et si on prend le football, c'est 20 ans, 20 ans de travail. Absolument. Donc, en 20 ans, voilà ce qu'on peut réaliser. Et je pense que c'est très enthousiasmant pour tous, pour l'entreprise, pour le Maroc et pour tous les citoyens marocains qui en sont fiers. Oui. Allez, on passe au sujet Génération Z, Gen Z, le monde du travail, la comprend-elle ? Après avoir marqué l'espace public par des mobilisations inédites, c'est vrai qu'on n'aura jamais autant parlé de cette Génération Z en 2025 chez nous au Maroc, notamment sur les questions de santé, de dignité sociale, de représentativité politique. La Génération Z marocaine s'impose désormais sur un autre terrain tout aussi stratégique, le monde du travail, né avec le numérique.
plus exigeante sur le sens, l'équilibre de vie, les conditions professionnelles. Cette génération arrive massivement dans les entreprises et remet en question les modèles managériaux traditionnels. Turnover élevé, refus de certaines contraintes, quête de flexibilité et de reconnaissance, simple choc générationnel ou transformation profonde du rapport au travail au Maroc. Vous avez 4 heures pour faire votre petit rapport. Alors, est-ce qu'elle est si flippante que ça, cette génération Z? Alors, si vous nous écoutez, si vous avez... Alors déjà, définition de la génération Z au niveau des âges... 2000. Oui, je pense que c'est les... Oui, c'est vrai que c'est assez large. C'est 21 ans, ils ont 21 ans, voilà. 20 ans maintenant, qui se trouvent sur le marché. Exactement. Donc si vous avez 21 ans, 22 ans, et si vous écoutez Atlantique, je suis désolé. Pourquoi cette génération, elle est aussi flippante pour les entreprises ? Parce qu'on en parle quand même. Parce qu'elle bouscule tous les codes. Oui. Elle est venue pour remettre en question. Elle est un peu dans la défiance parce qu'elle ne veut pas prendre ce que la génération des parents et les générations précédentes ont pris dans les tripes, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une génération qui demande à être considérée avec, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire dans la composante du temps dans laquelle elle vit. Donc on est dans l'instantanéité, on est dans la flexibilité, on est dans la compréhension de leurs propres besoins, que la performance, ce n'est pas des heures de bureau, mais c'est délivrable dans des délais impartis, que voilà, on a besoin de leur faire de la place dans leur vision du monde. Et c'est normal. Et c'est quelque chose que les générations précédentes n'ont pas eu le courage d'imposer. Aujourd'hui, il y a des exigences fortes. C'est une question de courage ou c'est une question de structure? Plus audace. On va plus parler audace. Oui, audace, courage, ça se rejoint. Ouais. Et c'est une génération qui n'a pas les mêmes priorités que nous, générations précédentes. Et qui surtout n'a pas grandi dans le même temps. Et dans la même époque. On n'est plus dans la même époque. Vous savez, en fait, on prépare un dossier sur DRH.ma sur la génération Z. Et ce qu'il en ressort, c'est que il y a une vraie prise de conscience de la part des DRH sur le fait que c'est une population qui est particulière, qui a son propre code, qui a ses propres exigences et ses propres priorités. La vraie difficulté, c'est pas dans la compréhension de cette génération, c'est comment la remettre au travail, en fait. Comment la faire venir en entreprise. Parce que vous voulez la faire revenir au vieux code, finalement. Avec quelques vous savez, il va y avoir, en fait, de l'ajustement au niveau même du contrat de travail. Le contrat de travail, il va complètement changer parce qu'il y aura beaucoup de flexibilité. Je parlais la semaine dernière avec une DRH qui me disait que cette génération, elle est en mesure, même après un an de travail, de formation, de venir me dire que j'ai un match de l'équipe du Maroc au Qatar, il faut que je disparaisse pendant une semaine. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette Allez le Maroc. Et quelque part, est-ce que c'est pas une génération qui dit tout haut ce que leurs aînés pensaient tout bas? C'est clair. Mais attendez, mon expérience personnelle, 20 ans dans les années 80. Je ne parle pas de mon cas, parce que le métier que je fais, c'est un métier passion. Mais je parle de mes camarades. Mes camarades pensaient certainement la même chose dans les années 80, mais ne le disaient pas. Quoi. C'est-à-dire, et avec toujours ce rêve de faire mieux que leurs parents, parce que ça aussi, à mon avis, c'est une donnée qui est importante. Et de ne pas faire les mêmes erreurs que leurs parents. De ne pas faire les mêmes erreurs qui étaient, pour le coup, pour moi, la génération des années 70. Donc, et donc, peut-être aussi embarquer dans une entreprise et tâcher d'y rester le plus longtemps possible, quoi. À l'époque, c'est ça qui fait la différence. En fait, qu'est-ce qui définit la réussite ? C'est ça le piège des générations. Aujourd'hui, cette génération Z a défini la réussite autrement que par les codes d'avant. Les codes d'avant, c'était rentrer dans une entreprise, rester bien droit, rentrer dans le système. Vous avez parlé de structure tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, le système a fait son temps. Et cette génération invite avec tout son poids de pression à faire évoluer les choses. Sauf que ça
ça matche pas avec les bases et avec le statut actuel du travail. L'entreprise, et je parle en tant que patron d'entreprise, a besoin de se projeter, a besoin de savoir est-ce que cet élément qui va intégrer l'entreprise et sur lequel je vais investir en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de responsabilité, parce que je lui ai confié des responsabilités, est-ce qu'il se projette dans le futur dans l'entreprise? La génération Z, il est en mesure, après 3 mois d'intégration de l'entreprise, de venir te voir en tant que patron pour te dire allez, c'est quoi la suite? J'ai fait le tour. C'est quoi la prochaine mission? Bien, c'est quoi la prochaine responsabilité que tu vas me confier? Alors que dans une entreprise, on a besoin de au moins 18 mois pour que la personne fasse le tour d'un métier. Donc, c'est le rapport au temps qui est complètement différent, priorités bien évidemment qui sont différentes, et surtout comment fidéliser cette génération qui va pas changer pour le salaire. Hein. C'est pas pour un salaire meilleur qu'il va quitter, mais il va quitter pour éventuellement le salaire, mais plus de flexibilité par rapport aux horaires de travail, éventuellement un abonnement dans une salle de sport qui va être accompagné. C'est le plus, hein, c'est le plus qui fera la qualité de vie, quoi. Exactement. La qualité de vie, parce qu'il suffit pas de mettre un baby-foot. Là, c'était terminé, ça. C'est nice to have, mais c'est pas le must-have. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est un choc générationnel qui arrive dans l'entreprise, ou est-ce que c'est plus globalement une transformation structurelle du rapport qu'on peut avoir au travail au Maroc dans les entreprises, et qui là va toucher donc plus de gens, parce que si on restreint la génération Z aux gens qui ont 25 ans, c'est pas tout à fait juste, parce qu'à mon avis on peut aller jusqu'à 34 ans, quoi. Génération Z? Oui, on peut aller un peu plus loin. Moins parce que ils commencent il y a 2-3 ans qui se sont retrouvés sur le marché de l'emploi, et heureusement parce que ils vont avoir la trentaine rapidement. Mais pourquoi je dis que c'est heureusement? Parce que on oublie un élément, c'est que aujourd'hui le tissu économique marocain il est composé principalement de TPE et PME qui ne sont pas forcément à l'écoute de ces doléances. Hein. Moi, je parle de grandes entreprises. Grande entreprise, prise de conscience. DRH, il comprend que il a bien cartographié le comportement, les attentes. Donc, il va accompagner les équipes pour qu'il n'y ait pas de choc de culture avec des formations, avec du management, du coaching, pour que même les managers qui sont en dehors des RH puissent parler à cette population. Mais ma question, comment aujourd'hui les TPE, les patrons de TPE, comment les PME vont pouvoir aujourd'hui s'adapter par rapport à cette génération? Et je m'attends à ce qu'il y ait de la casse. Je dis de la casse, c'est-à-dire il y aura une vraie choc frontalier, et on commence à peine à recevoir la génération Z dans l'entreprise, 2-3 ans maximum. L'autre élément qui me fait peur par rapport à cette génération Z, c'est une génération qui a besoin de faire ses preuves pour se voir confier des missions de responsabilité. Et les tendances qu'on observe aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou même au Maroc, c'est qu'il y a de moins en moins d'opportunités pour cette population de jeunes. Parce que plutôt que de confier une mission à un jeune et lui donner la chance, on va faire appel à l'IA, on va faire appel à l'automatisation. Et c'est là où ça va se jouer. Comment, encore une fois... Mais effectivement, il y a beaucoup de chômage dans cette population. Je donne un chiffre. Oui. On parle aux États-Unis d'une baisse de 50% des opportunités qui sont destinées aux jeunes. Je vous avance un chiffre sur stagiaire.ma. On a baissé de pratiquement 20% d'opportunités entre 2024 et 2025. Ouais. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins aujourd'hui de chances pour que ces jeunes-là mettent un premier pied au sein de l'entreprise. Bon, mais je ne veux pas considérer quand même que c'est une génération perdue. C'est pas une génération perdue, c'est une génération qui va devoir faire des concessions. Et s'adapter donc.
s'adapter, mais pas forcément pour changer complètement, pour s'adapter à 100% aux contraintes du monde du travail, mais il doit faire des concessions. Malheureusement, il va les faire après 1 an, 2 ans au chômage, parce qu'il va comprendre que, malheureusement, c'est une population qui se trouvera plus dans les rues en train de manifester. En fait, donc vous avez répondu à ma question. Hein. C'est pas un choc générationnel, mais bon, ça va être compliqué. Mais le risque, c'est quoi? C'est que moi, je trouve pas d'opportunité. Donc, je vais sortir dans les rues pour manifester. Donc, je vais revenir. Ouais, je vais manifester, mais il y a un moment où je reviendrai peut-être à un modèle plus classique. Je voudrais avoir le point de vue d'Aïda, justement, parce que vous avez travaillé dans de nombreuses entreprises. Vous dirigez des gens, des équipes, et puis là, vous vous occupez de transformation, avec souvent un volet RH quand même. Est-ce que vous sentez la différence quand même depuis quelques années? Est-ce que vous sentez l'arrivée de cette génération Z dans les entreprises? Alors, plus ou moins, parce que de par mes responsabilités, je n'ai pas forcément directement affaire à cette génération-là. En tant qu'observatrice. Mais en tant qu'observatrice, moi, je suis convaincue qu'il va y avoir un juste milieu qui pourra être atteint à un moment donné. Les systèmes, je pense qu'ils ont atteint leurs limites et que c'est le moment et c'est une belle opportunité de le faire évoluer. Donc l'entreprise va devoir s'adapter, l'entreprise en a conscience. Comme vous avez dit, la plupart des DRH aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur la table. Comment intégrer les talents, la génération Z, comment les fidéliser, etc. Mais il faudra repenser ce modèle différemment de ce qu'on a fait jusque-là. Et c'est là où est tout le challenge. Du côté de la génération Z, moi, ce qui m'interpelle, c'est justement un petit peu, et je dis ça avec beaucoup de prudence, leur manque de prise de conscience qu'ils ont besoin de faire leurs preuves. Et ils arrivent, est-ce que c'est l'instantanéité du numérique? Est-ce que c'est une mode ou une tendance ou une croyance collective qu'ils ont leur place et ils ont besoin de faire les choses telles qu'ils les voient? Or, il y a une adaptation culturelle à prévoir. C'est là où peut-être il va y avoir un choc, à mon avis. C'est au niveau, vraiment, c'est pas un choc générationnel, mais pour moi, c'est un choc culturel. Alors, Youssef, vous aviez fait une enquête en mars dernier qui était assez intéressante, justement, sur l'intérêt que pouvait porter la génération Z aux entreprises à travers les labels RH. On pense tout de suite à Good Place to Work, par exemple, etc. Il y en a d'autres. Hein. Et finalement, quand on regarde les résultats de l'enquête, on se rend compte que oui, en fait, il y a ce côté, on est quand même attiré par ces labels. Juste rappeler que c'est une génération qui est très connectée, qui va chercher de l'information avant de s'embarquer dans n'importe quel... C'est ça. C'est-à-dire, il va chercher l'information, et parfois, il va chercher l'information dans des lieux qui ne sont pas destinés à cette information. Et même parfois tomber sur des comment vous appelez ça, les deepfakes et les autres. Oui. Oui, ils sont très sur les réseaux sociaux. Hein, donc voilà, quoi. Donc l'entreprise, pour montrer sa bonne foi, est amenée aujourd'hui à obtenir ou bien à entrer dans des process pour obtenir des labels RH. Label RH, c'est label pour dire que l'entreprise elle est en norme par rapport au RSE, elle est en norme par rapport aux conditions de travail, ainsi de suite. Donc, c'est une population, bien évidemment, qui va faire attention et qui va chercher ce label-là parce qu'il considère que ça a été réalisé par des organismes qui sont indépendants. Mais avec le bénéfice de doute, en disant que oui, j'ai le label, maintenant j'attends les preuves. Oui. Ah oui, quand même. On s'intéresse au label, mais on attend de voir. Oui, ok, exactement. Oui. C'est-à-dire best place to work, mais en même temps, ils ont un peu raison parce que si on prend par exemple les centres d'appel qui ont pour certains des labels. Bien sûr. Ça n'a pas modifié réellement je veux dire, le travail est resté le même, quoi. En défendant, même si ça peut être plus agréable. En défendant encore une fois les centres d'appel, hein, parce que encore une fois, c'est je critique pas les centres d'appel. Je dis que c'est un travail difficile. Mais juste parce que il faut pas oublier que c'est compliqué de dire aux gens qui travaillent dans les centres d'appel. Écoutez, moi j'ai fait lors de mes débuts, j'ai fait le centre d'appel. Et grâce au centre d'appel, j'ai pu apprendre à appeler par téléphone et faire du démarchage commercial pour moi-même. Oui. Donc il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui
au niveau des centres d'appel. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un sujet éventuellement pour janvier, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, c'est un domaine qui est en train de changer, et c'est le secteur sur lequel il y a le plus de licenciements aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a le plus d'IA qui arrive, bien sûr. Il y a aussi des Tout à lois fait. qui tombent de l'Union européenne qui vont réguler toute la partie émission d'appel. Et pour moi, c'est un secteur qu'il faut suivre parce qu'il va pouvoir créer encore plus de la valeur par l'augmentation de tous ces jeunes-là qui travaillent, parce qu'on va leur apprendre des métiers technologiques, ainsi de suite, pour venir encore une fois rentrer éventuellement avec un diplôme et sortir avec un métier. Et pour parler de labels... En deux mots, les labels, bien évidemment, il faut encore une fois que ce soit des labels qui touchent en profondeur les pratiques dans l'entreprise et non pas seulement rester sur des effets cosmétiques. Exactement. Les entreprises doivent-elles s'adapter à la Gen Z ou la Gen Z finira-t-elle par s'adapter à l'entreprise? That is the question. On revient juste après les infos. Les décodeurs jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantic Radio. Je vais proposer à la direction de mettre une cheminée dans le studio. Ouais, il fait suffisamment. Non, mais ce serait marrant pour l'hiver, quoi. Petite cheminée ici, par exemple, ce serait sympathique. On serait Juste là. sur un écran, ça réchauffe. Il faut essayer. Mais la réponse. Ça, c'est une bonne idée. Une télé et un feu de bois, s'il vous plaît. Ok. Alors aujourd'hui, on vous parle de Génération Z, le monde du travail, la comprend-elle? Et puis, dans quelques minutes, quand tout doit changer en même temps, le nouveau défi des entreprises marocaines, on va parler de transformation. On n'en parle pas souvent de transformation. Dernière question pour cette histoire de Génération Z. Est-ce que finalement, tout ça n'est pas le signe que dans les entreprises, et notamment je ne parle pas forcément des PME ou des TPME, parce que là, on fait un peu comme on peut. Mais dans les grandes entreprises, c'est pas le signe que le service RH est en grande mutation et doit repenser beaucoup de choses. Aïda. Clairement, alors aujourd'hui, le service RH est un peu est totalement en pression, sous pression par rapport à cette génération, mais par rapport à toutes les mutations qui s'activent autour de ce service. Et notamment, aujourd'hui, il y a une très, très, très forte attente du nouveau Code du travail qui est en projet au ministère du Travail. Et pour ça, les DRH, aujourd'hui, ils ont une très forte attente sur des aspects qui n'étaient pas pris en charge. Et je pense que structurellement, il y a des choses qui vont pouvoir répondre aux attentes à la fois des DRH, bien entendu, mais pour gérer surtout aussi les attentes de la génération Z. Et en particulier... Parce qu'il n'y a pas que la génération Z, il y a aussi les seniors, enfin, il y a ceux qui sont plus âgés. Exactement. Alors, il y a les seniors, il y a la génération Z, il y a aussi les femmes. Parce que aujourd'hui, moi j'ai appris récemment, et avec stupeur, qu'il y a un fort recul du travail des femmes depuis les 5 dernières années sur le marché du travail. C'est le taux de chômage le plus élevé, en fait. Et ça s'explique parce qu'aujourd'hui, structurellement, quand une femme rentre dans la vie conjugale ou quand une femme part en maternité, eh ben, elle a des besoins par rapport au monde du travail qui ne sont pas aujourd'hui en mesure de lui être proposés par son entreprise. Notamment la flexibilisation du temps partiel, du 4/5e, des CDD, des choses qui aujourd'hui ne sont pas légiférées. Et d'où l'importance de ce travail qui est en cours au niveau du ministère du Travail et le nouveau code qui est très attendu et qui pourra répondre à ces besoins. Petite conclusion sur la génération Z, Youssef El Amal, parce que vous êtes en train de travailler sur un big dossier. Ils vont finir par s'entendre. Hein. Je pense qu'il y aura un juste milieu pour que tout ce monde-là trouve son compte. Juste un dernier message, être bienveillant avec cette génération, parce que ce sont nos enfants. Expliquer, répéter, réessayer encore, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir les accompagner, parce que si ces jeunes-là, cette force-là, ils se trouvent au chômage, le Maroc ne pourra pas en profiter. Donc, bienveillance avec cette génération Z. Bienveillance et accompagnement. C'est clair. C'est bien. Elle vous écoute, la génération Z. Elle est quand même nombreuse. Ici au Maroc, on parle de 30% de la population totale.
Deuxième sujet, quand tout doit changer en même temps, le nouveau défi des entreprises marocaines, digitalisation accélérée, transformation écologique, montée en puissance de l'intelligence artificielle, nouveaux modes de travail, attentes sociales et générationnelles plus fortes. Les entreprises marocaines des PME aux grands groupes sont confrontées à une accumulation de transformations simultanées. À ces chantiers structurels s'ajoutent des contraintes bien réelles, pression sur les marges, accès au financement, concurrence internationale, instabilité économique, exigences réglementaires croissantes. Dans ce contexte, une question centrale se pose. Ces transformations sont-elles soutenables pour les entreprises marocaines ou risquent-elles de fragiliser leur compétitivité, leur capacité à créer de la valeur et de l'emploi, sans parler aussi de l'innovation et la capacité à en avoir dans leur activité. Ça, c'est un sujet particulièrement pour vous, Aïda, parce que vous êtes spécialisé maintenant dans la transformation d'entreprises. J'accompagne les entreprises dans leur transformation. Moi, j'ai envie de demander, poser une question que peut-être se posent les auditeurs, c'est comment ça se passe quand vous arrivez dans une entreprise? Est-ce qu'on vient vous voir en mode préventif, en mode prévention, ou est-ce qu'on vient vous voir quand la maison brûle déjà un petit peu? Tous les cas sont envisageables, mais en général, une transformation, ça se réfléchit, ça se pense en amont et ça se prépare. Oui. Comme vous avez dit, aujourd'hui, l'entreprise fait face, on est dans une époque où il y a une accélération sans précédent des mutations économiques, écologiques, technologiques. Et tout ça, l'entreprise est dépourvue et les modèles traditionnels atteignent leurs limites. D'où le besoin de transformation pour permettre la survie de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de transformation, mais il faut comprendre pourquoi. Il s'agit de compétitivité, il s'agit de positionnement sur le marché, et il s'agit aussi souvent de survie de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet stratégique pour la continuité de l'activité, pour que le tissu économique soit pérenne et que la performance puisse être durable. Les entreprises sont aussi beaucoup mises sous pression par les plus petites entreprises, notamment les startups, qui ont des modèles plus légers, ont des modèles scalables et qui elles, sont plus à même de disrupter les modèles justement traditionnels qui sont portés par les entreprises. Donc c'est dans cet imbroglio qu'on se trouve aujourd'hui et où le contexte de transformation s'impose. C'est vrai, hier on parlait des banques et des fintech. Ouais. Ça c'est l'exemple quand une fintech arrive dans un univers de grande banque. Bon. C'est tout simplement comment aujourd'hui réduire le canal qui nous permet d'approcher le client et de passer éventuellement par le digital et le faire avec le même niveau d'exigence, avec le même niveau de réglementaire, c'est-à-dire tout ce qui est compliance, le faire avec le même niveau de qualité. Et ça perturbe les process, ça perturbe aussi la façon de travailler. Ça implique une réorganisation, ça implique l'apparition de nouveaux métiers, ça implique l'accompagnement avec des formations spécifiques pour que, encore une fois, ces gens-là comprennent en quoi leur nouveau métier impacte la productivité de l'entreprise. Et du coup, les grandes entreprises sont les plus, et les PME un petit peu, surtout les PME familiales, sont les plus confrontées à ce sujet-là. Les startups, comme tu l'as cité, Aïda, aujourd'hui, ça devient une force. Pouvoir partir sur des terrains qui... sans avoir de contraintes organisationnelles et pouvoir tester. Pas avec les mêmes contraintes, pas avec les mêmes charges. Oui, tout à fait. C'est le pivot. Pour moi, ce que je retiendrai de tout ce qui est transformation, c'est le pivot. Comment une entreprise, c'est quoi sa capacité à ce qu'elle change d'orientation, avec quelle finesse il va le faire. Donc tu parles d'agilité. Exactement. Oui, c'est ça, c'est l'agilité. C'est l'agilité. Oui. Alors, justement, on va parler des différents domaines et vous nous direz peut-être quel est le domaine le plus compliqué à transformer. Mais est-ce que les modèles managériaux classiques de nos entreprises sont adaptés à ce travail de changement, de transformation ? Alors, comme son nom l'indique, on n'est jamais adapté à une transformation, elle se prépare. C'est ça, mais on est... Et pour répondre franco et direct à votre question, le domaine le plus difficile, c'est l'humain.
On peut dessiner les feuilles de route qu'on souhaite sur la technologie, on sait comment ça se passe. On peut dessiner les stratégies, mais on peut très facilement faire du hors-sol. Le vrai alignement, le vrai défi de transformation, c'est vraiment la transformation culturelle et dans son impact humain. Et la vraie difficulté dans toute entreprise de transformation, c'est l'alignement de la stratégie, de l'humain, de la culture qui va permettre de donner vie à ce projet de transformation. Oui, mais alors vous définissez quoi? Des modes de fonctionnement? Vous allez modifier entre guillemets la religion de l'entreprise par rapport par exemple au travail, par rapport au RH, etc. Est-ce que là par exemple comment ça se passe? Est-ce qu'il y a je suis sûr qu'on a envie de savoir comment ça se passe. Il y a des discussions, ce sont des discussions où vous partez peut-être un peu dans tous les sens, il y a des brainstorming. Concrètement, ça se passe comment? Ça démarre par des études. Oui. Ça démarre par des études parce forcément. Oui. il y a un marché dans lequel l'entreprise opère qui est en mutation. Il faut déjà faire un état des lieux de cette situation et comment on se positionne. Si il y a des positionnements qui sont en jeu. Si quand on est leader et qu'on se voit dépassé rapidement par des concurrents ou par des startups qui sont sortis de terre et qui n'existent pas la veille, il y a un vrai sujet d'alerte. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de changer autour de nous, qui fait que on enregistre un recul, soit dans la performance, soit dans le modèle économique, soit dans la perception, le branding, la perception commerciale aussi. Alors, la perception commerciale est une expression de tout ça. Oui. Et en général, quand un rebranding arrive, il arrive avec justement un projet de transformation. C'est jamais seulement, tout à fait, avec du renouveau, c'est jamais juste un projet cosmétique. En témoignent les derniers rebrandings, sans citer de nom en particulier, les mois derniers. Je pense que... Vous voulez dire le changement de logo, de couleur, tout etc. Tout à fait. Au téléphone. Oui, voilà. Pas que. Restons positifs. On est d'accord on est d'accord. Il y a un risque. Le secteur bancaire, moi, je pense que ça, c'est l'exemple type aujourd'hui. Il y a eu de plus en plus. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pas pouvoir les citer, mais par contre, on peut. Oui, mais le secteur bancaire, on a assisté au lancement des banques digitales. Oui. Ça s'est accompagné par les fermetures d'agences. Aujourd'hui, on parle éventuellement de l'implantation d'une néobanque au Maroc. Oui. Donc, ça vient encore challenger davantage tout. C'est plus que challenger, à mon avis. Sans parler des fintechs. Sans parler des fintechs, mais qui généralement étaient aussi dans l'univers, dans l'écosystème de la banque. Parce qu'il y a par exemple des banques qui ont créé leur propre, ou développé leur propre solution fintech en fait. Alors, elles n'ont pas forcément développé elles n'ont pas forcément développé leur propre solution fintech. Par contre, elles ont fait du branding. Ouais. Elles se sont brandées en solution fintech. Parce que justement, la dimension d'une banque et les lourdeurs de ses process et de ses machines n'ont pas permis l'agilité que permet une start-up. Ouais. Et je connais peu de banques qui ont eu l'intelligence d'assortir dans leur giron la fintech qui va relever, qui va appartenir, qui va être une filiale d'une banque pour pouvoir assurer une disruption maîtrisée. Peut-être qu'ils ne savent pas faire. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais c'est peut-être pas leurs objectifs, tout simplement. Voilà. On a des acquis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est difficile de taper dans un business qui roule aujourd'hui. Exactement. C'est ça la plus grande difficulté. Aujourd'hui, les fintechs viennent taper dans les business qui tournent. Et c'est difficile de demander à une banque de s'auto-cannibaliser. Sauf que le souci, c'est que demain, il va y avoir des fintechs qui vont venir le faire à leur place. Et c'est de ça qu'on est en train de parler, en fait. C'est de là où viennent les injonctions de transformation. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se laisse faire ou comment on prend les choses en main ? Mais les banques, les banques marocaines, ça c'est... mon message négatif de la semaine, ils ont une certaine capacité... Et c'est pour nous. Merci. Ils ont une certaine capacité à neutraliser ce genre de changement. Moi, en étant concerné par les solutions de paiement, j'ai
très très mal vécu, le passage vers le mobile payment, vers le paiement par carte. Donc vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors je vous encourage à réécouter l'émission d'hier avec Ismaël Bargache, qui était extrêmement passionnante sur le sujet. Franchement. Oui, il gueulait. Non, c'est l'analyse de pourquoi les banques font pas le boulot et pourquoi l'arrivée de Revolut, par exemple, va modifier considérablement. Va taper dans la fourmilière. Et je pense qu'ils auront beau faire des politiques de changement derrière, ça va être très compliqué en fait. Donc voilà. Et c'était pas si négatif que ça. Non, c'était pas. Non, mais c'est important parce que derrière tout ça, il y a l'inclusion financière. Derrière tout ça, il y a l'idée que les Marocains utilisent du cash parce que souvent ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, la discussion est partie, mais je vous encourage vraiment à aller l'écouter hier. C'est cette idée que quand on va chez l'épicier, on ne peut on peut pas payer avec un système de soit son téléphone ou soit un QR code ou je sais pas ça, alors que dans d'autres pays, en Chine, dans plein de pays en Asie, au Brésil, on peut payer avec un simple QR code sur son téléphone et c'est très pratique. Donc ça, c'est un nouveau modèle. Mais quand vous arrivez dans une entreprise, quel est l'état d'esprit en fait quand vous arrivez pour une transformation ? Alors, c'est très siloté. Du côté leadership, enfin, il y a forcément un sponsor qui impulse cette volonté de transformation parce que il est aux commandes, il tient la barre et il voit très bien que il y a un iceberg en face. C'est soit on change de cap, soit on va droit dans le mur. Et il y a des équipes qui comprennent pas forcément l'urgence. Pourquoi on leur demande de changer ? Il n'y a pas plus difficile à demander à des groupes humains que le changement. Donc le changement, il doit être incarné, il doit être vraiment porté, il doit être compris. Et donc il y a beaucoup de résistance d'un côté, et de l'autre, une volonté pressante de prendre les choses en main avant qu'il soit trop tard. Alors il y a deux sujets dont je voudrais parler à l'intérieur de ce sujet-là. C'est l'IA, donc digitalisation et IA, et c'est la transition écologique, parce que derrière, il y a une réalité réglementaire pour beaucoup d'entreprises, notamment celles qui exportent. Donc, comment ça se passe ? Est-ce que là, on n'a pas pris un grand retard, finalement ? Je dirais oui, il y a la prise de conscience est là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris les initiatives pour porter les transitions écologiques, énergétiques, mais beaucoup d'entre elles restent en retrait soit parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre ou par où commencer, par où prendre de morceaux, ou parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne pour le faire et que ce n'est pas encore la priorité. Malheureusement, comme on le sait, l'entreprise est souvent acculée à faire beaucoup de traiter les urgences en premier. Et donc, la transition énergétique, c'est pas forcément... Bien entendu, je ne parle pas des grands groupes qui sont obligés. Oui, qui sont obligés, qui ont la structure qu'il faut et qui sont bien lancés sur ce cap-là. Ça rejoint aussi le sujet de la première partie. C'est-à-dire aujourd'hui, on va être de plus en plus regardant par rapport à ce que fait l'entreprise en termes de son rapport avec l'environnement, que ça soit en tant que futur recrue, que ça soit en tant que futur client, que ce soit en tant que futur partenaire. Et aussi, il ne faut pas oublier le volet réglementaire. Aujourd'hui, ces grandes entreprises, ils seront amenés à travailler avec l'Europe, avec les États-Unis. Et la transition énergétique, ça fait partie des points qu'il faut qu'ils cochent avant de pouvoir éventuellement montrer patte blanche pour accéder à ces marchés-là. Donc pour moi, je parlerai au nom de ces entreprises, c'est un mal nécessaire. Ils vont le faire, ils vont s'aligner. Ils sont obligés. Haïdar, oui. C'est quoi le secret d'une bonne transformation ? L'alignement et l'appropriation du projet comme un projet d'entreprise par toutes les lignes managériales qui cascadent ça correctement, qui relayent ça correctement dans les équipes. Et ça doit être un projet qui a du sens, de la cohérence et qui aboutit sur quelque chose qui élève le collectif en fait. Ça ne se fait pas en chambre. Comment on intègre le collectif ? Alors, c'est là où j'interviens. Effectivement, c'est énormément de travail. C'est ce qu'on appelle la transformation culturelle, en fait. D'abord par de la co-construction, l'intelligence collective. Ça, c'est la clé.
on ne peut pas demander à des personnes de exécuter, surtout quand il s'agit de transformation, sans qu'ils aient participé à la réflexion. Dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps, l'IA. Oui. L'IA va bouleverser, on parlait aux antennes tout à l'heure, des centres d'appel. Actuellement, tous les dirigeants sont extrêmement positifs, ils ont des grands sourires sur les photos, ils font des grands sourires sur les photos, et pourtant, c'est un secteur qui est en train de perdre beaucoup de ses salariés. C'est un secteur qui va devoir se recréer, se repenser. Donc, est-ce que l'IA est en train de, très rapidement, on va dire, de transformer les entreprises ? Forcément et naturellement, puisqu'il est en train de bouleverser les modes de travail. Donc, moi, ce que je disais dans une émission précédente, c'est que l'IA est un sujet éminemment RH, puisqu'il bouleverse tout ce qui relève du travail humain. Et donc, forcément, ça s'organise. Laisser ça, subir la transition IA est beaucoup plus risqué que de prendre ça en main. Conclusion, Youssef. En conclusion, l'IA ne prendra pas peut-être ta place, Franck, ni Pour le mien. l'instant, c'est pas terrible, mais bon. Mais je pense que ça peut... Celui qui prendra ta place, c'est celui qui maîtrisera l'IA. Exactement, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Donc, soit on l'intègre dans nos process, dans notre façon de travailler, soit il y a quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Qui le fera très bien, ça m'évitera de me lever à 5h du matin, c'est très bien. Merci, je vous remercie vraiment, ça va vite. Hein. Aïda Raoui, fondatrice de Winners Factory, merci d'être venue pour la première fois. Merci. C'était notre première décodeuse. Ah, c'est vrai ? Mais oui, c'est pour ça. Oh, vous faites pas bien en diversité et inclusion, alors. Ah, mais on essaye. Faudra que je revienne, alors. Bah oui, mais vous allez revenir. Mais on essaye, mais c'est pas facile. Youssef Merci, El Amal, Franck. DG de DRH.ma, stagiaire.ma. Merci Youssef, à très bientôt. C'était très intéressant, comme d'habitude. Atlantic Radio. La matinale, jusqu'à 10h.